All right, so hello everyone. Great to have you here and welcome to my Ignite talk titled Saving Private Production. This is the story about how I pushed this one tiny change a bit too far. So, some time ago, I was asked to deploy the safe and small Nginx change to our production server where we have all of the critical services like the LDAP and DevOps ticketing system. And I usually don't have issues deploying changes with Ansible, but this time I knew something is going to be off. So I did all of that. I did my code review, I ran my Ansible in dry run mode, and I, all in all, had all the needed experience to perform changes like this. So I hit enter, run my change, and that's it. My change was already shipped. And I was just waiting for my services to run on the brand new HTTPS certificate. What a pleasure. But of course, everything went south and the services were unavailable. And because of that, our developers could not log in to our application because that was using the LDAP that I just killed. All right, so that's a kind of bummer, right? So what do you do now, right? Your heartbeat goes automatically high, but your brain is absolutely blank on any ideas how to fix it fast. All right, the first thing I actually thought about was this CrowdStrike incident. I guess we all remember that. It was so huge, it even got its own Wikipedia page. So that sort of calmed me down because all in all, the infrastructure that I blocked was much smaller. Right, so what do? You jump to your terminal, trying to review the logs, you review the code and trying to fix it. But I quickly realized I'm not able to save private production myself. So this is where I had this sort of band of brothers type of moment. I didn't hide, I called for backup. Because in a healthy DevOps culture, we don't look for anyone to blame, right? We're just looking for a way that we can work together and actually fix stuff together. So we revert the change, reload the Nginx, and slowly our services were coming back. So my LDAP was back, my ticketing was back, and me able to breathe was also back. Okay. And when I reflect upon what went wrong, actually, I think is that I validated the syntax of the code, not the reality of our system. So while my change was technically correct, it was logically fatal. And my biggest learning also was that my biggest learning wasn't technical, it was actually psychological, because the production incident, they test much more than just system. They test how you collaborate, your culture, and ability to work under pressure. And you know, I broke production. It's okay, because all in all, we are not being measured on how many mistakes we made, but rather how we responded and what we can learn from it to move forward. And you know, there is even a dedicated Reddit page called I Broke the Production Environment. It's a business as usual. It's normal, right? And I thought that for this Ignite talk, I can also bring two opinions that I have found on this fantastic Reddit page. Listen to this. They will never make it to senior without learning from the mistakes. Production is just a code word for the hazing sandbox. Or the second one, the big takeaway is that you were able to keep the cool head, identify the cause, and take steps to recover. And when I reflect upon this word, these are pretty important ones. I think that every senior has the story of either how he or she broke the production or how she or he actually recovered the incident. So since that day, we are approaching the changes a bit differently, right? So we are validating not just the syntax of the code, but the sort of the whole system where it will run. We always prepare backup, and we are always much more mindful when it comes for the rollback. And you know what? Even though I am quite confident with the skills, I'm quite confident with the tools that I have, but I'm always trying to be much more critical thinking when it comes for deploying changes to the production. And come on, guys, we are at the DevOps days, and I guess there is always also someone that actually broke the production, caused the outage. So please raise your hand if you guys are with me. So did it happen to any one of you, or it's just me? Come on, raise your hands. I know it happened to all of you. Now just look around, like it happens to all of us. Right, so that's it. Thanks.
Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation de Actar, qui est un nœud expérimental de l'Université de Genève qui soutient l'innovation numérique et les LLM souverains. Alors, concernant notre équipe, en plus de Madame Fria Lamia qui est ici avec moi, nous avons toute une série d'étudiants du Centre universitaire d'informatique qui gèrent et administrent le nœud au jour le jour, au quotidien, avec des collègues de Madame Fria à la distique. Et la problématique à laquelle on s'attaque, c'est essentiellement le coût des infrastructures externes, la dépendance au cloud qui limite l'expérimentation en recherche en lien avec la protection des données. Voilà, donc c'était assez naturel de se dire le meilleur moyen est de mettre en place une infrastructure on-premise pour s'approprier ces nouvelles technologies et mettre à disposition des étudiants. Et cela permet une expérimentation ouverte pour toutes et tous, un apprentissage de toutes ces nouvelles technologies et par la suite essaimer de nouvelles pratiques et coacher les autres, etc. Donc, si on ne fait pas, ça serait vraiment dramatique pour les étudiants, pour tout le monde. C'est-à-dire rater des opportunités, ne pas être à la pointe de ces techniques et ne pas développer les nouvelles compétences. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons décidé de changer cela et on a fait une demande de cofinancement à notre direction et on a gagné. Donc, on a obtenu un fonds pour mettre en place ce nœud de calcul. Il a été mis et administré par les étudiants et avec un encadrement, bien sûr, et mis à disposition de toute la communauté, et principalement pour les étudiants. Il est basé sur du Ollama, VLLM, etc. Et donc accessible à tous. Et il y a plus de 40 LLM disponibles à la demande, etc. Et puis avec une équipe dévouée qui est toujours très enthousiaste pour ça. Pour les cas d'usage qui sont la plupart du temps des prototypages de nouveaux services numériques basés sur l'IA, mais aussi ça soutient beaucoup de travaux de bachelor, des travaux de master et de la recherche. Alors pour les projets, on a voulu mettre en évidence des projets où on discute en langage naturel avec des réglementations comme le Memento ou avec des données d'archives dans le projet Ask Archilab. Et on a un projet qui nous plaît beaucoup, qu'on a mis en évidence, qui est celui de la collection des moulages. Là, nous avons développé un système multi-agent qui permet aux visiteurs d'un musée de discuter avec des statues antiques qui leur racontent leur histoire. Et qui se racontent entre elles. Alors, on a eu un retour très positif de tous les utilisateurs et bien sûr, surtout par rapport à la souveraineté, par rapport à la disponibilité du service, par rapport à la fiabilité et par rapport à l'approche qu'on a eue de tout faire tout cela. Alors, quelques chiffres, c'est l'utilisation de ce nœud de calcul à plus de 99% via des API pour faire du développement RAG ou du graph RAG et très peu pour l'interface de chat. Pour plus de détails, là on liste les différents endpoints et on voit que c'est principalement pour développer des applications RAG et GraphRag autour de ça. Donc là, ce schéma liste les endpoints. Et puis en termes d'utilisateurs, on voit que la progression, ça ne fait que progresser en termes de cumul d'utilisateurs, de conversations, et entre janvier et avril 2026, on a plus de 26 utilisateurs. Alors, Actar est une opération conjointe entre le pôle innovation numérique et la cellule recherche et développement de l'Université de Genève, dont une des missions est d'accélérer les services innovants numériques pour la communauté universitaire. Donc avec Actar, on s'attaque à la notion de souveraineté, mais aussi à la maîtrise des coûts, à l'indépendance au cloud et au contrôle des données. Donc Actar permet aussi de démocratiser l'accès au LLM dans l'enseignement supérieur et a servi en fait de bac à sable pour une opération de plus grande envergure qui s'appelle Octopia et qui vise à fournir des LLM souverains à toute l'université. Et qui est en bêta test maintenant.
Voilà, alors merci à tous. Et pour terminer, pour ceux qui sont curieux de connaître l'origine du nom Actar, c'est un super ordinateur quantique qui joue le rôle de méchant dans une série de science-fiction humoristique britannique. Dougou, en anglais? Yes, okay. So, pleasure to be here. My name is Emanuele. I'm a consultant with 25 years of experience in the field. Wait, too fast. At least introduce ourselves. The slides are advancing automatically. Wow. That's not going. Okay. You heard who I am, Lisa. Hello, everybody. I'm Lisa Ferreira, and I just finished my bachelor's degree last year here at HEG Geneva, and I am currently an assistant of teaching and research for Professor Anna Nesvijevskaya. And this is a story of experts that think they know best and students who think they can be faster until they meet and realize that together they can do much more. And it's a real story about a clinic in Nyon. For those of you that doesn't know, it is a beauty aesthetic clinic with a challenge. And the expert says, you know what, look after it and tell me what we should do. And the student looks, or Lisa, no longer a student, looks at it. She gets the help from an app, a diagnostic app from Hackathon Plus, and she comes up with a strategy. Wait, okay. A strategy first that says, well, we need to simplify. There are too many logos. Why don't we do just one? And that's the output done in less than a week, but not because of IA, but just because of what we learned from each other. And here is what we learned. So here it is. We have a triangle with AI in the bottom, me on your left, and Emanuele on your right. So here's what I learned at the beginning of the project by using AI. In this case, Hackathons Plus application created by Emmanuel. It's an application that does diagnostic of challenges, specifically enterprise challenges, either it be concurrent analysis and brand imaging, stuff like that. So in the beginning, I was a bit lost. And with this application plus Claude, I was able to explore a bit better this subject. So it allowed me to accelerate my comprehension of the subject, discover it as well, because I wasn't familiar with these clinics. It's a franchise, so there's several clinics, several websites. I was able to have some methodological support to do my analysis, because it's not simply look at the different logos and imagine a new one. I needed to know what was the mission of these clinics, the geographical location, types of clients they have, etc. And I also learned some complementary skills, because I'm not a graphic designer, so I didn't have any skills on that domain. So I was able also to learn some skills to be able to present some results to Emmanuel. So I went back to him and I confronted him with the first two less positive challenges of this project. So I came back to him with a proposal that wasn't quite perfect yet, but why? Besides from showing him my exploration and the new practices of the new methods of exploring the project, the subject with AI that he didn't have before, it was also revealed that Emmanuel had some information that was quite implicit for me and I didn't know about, so that was why the first result wasn't so perfect. And then Emmanuel was able to correct this with me, but also with AI, because he was also very open to try it and to see what the results would be with
these 2 points. Yes, and AI kept telling me, "Oh, you are so good. I mean, what you gave us, it's perfect." But it was only thanks to Lisa that she asked really good questions and that enabled, in fact, to make a better explicitation of the needs by explaining to a real human, and not AI that takes everything for good, what the actual criteria for the new logo were. This actually allowed for a better prompt and ultimately to deliver a better output. Yes, and then Emmanuel came back to me, and here's what I learned from him, also not only from AI in this project. I was able to learn through practice, to be able to translate my knowledge acquired in school directly through a practical project. I was able to get this experience of revealing of unknowns. What happened? Ouais. Alors bonjour, merci. Pour cette conférence, on ne va pas parler d'IT parce que je pense que vous en avez assez entendu, mais plutôt pourquoi a-t-on besoin des services d'une agence événementielle? Donc également, pourquoi organiser un événement pour une entreprise et les avantages que ça implique. Donc une agence MICE organise des événements B2B, des réunions, des séminaires, des voyages de motivation, des conférences, des salons d'entreprise et j'en passe. Notre rôle, gérer l'organisation, les lieux, la logistique, l'animation, l'hébergement, la coordination des participants, entre autres. Pour commencer, laissez-moi vous donner ma vision de ce métier. Nous ne produisons rien, mais nous coordonnons tout. Notre mission est d'anticiper un maximum pour parer à toute éventuelle surprise. C'est environ 95 d'anticipation pour 5% de réactivité. Je vois aussi notre métier comme celui d'un chef d'orchestre qui fait jouer ses musiciens. Il ne joue pas, mais il coordonne afin de réaliser un concert. Pareil pour nous. Notre but, voir tout le monde profiter et apprécier et repartir avec de super souvenirs. J'espère que ce sera le cas. Aujourd'hui, les entreprises organisent de plus en plus d'événements, des séminaires, des conventions, des lancements de produits, des incentives. Ces moments ne sont plus seulement sont plus seulement logistiques, ils sont devenus des outils puissants de communication et de branding. Une manifestation fait aussi partie d'une communication 360 et peut être à destination des collaborateurs, des clients, des investisseurs ou encore du grand public. Il est possible de communiquer directement, par exemple avec un discours comme ici, ou indirectement grâce à l'événement. Organiser un événement semble simple au premier regard, mais c'est un métier. Il faut gérer la logistique, coordonner les fournisseurs, maîtriser les délais et surtout une expérience mémorable. C'est réalisable en interne, mais ça a aussi un coût non négligeable. C'est là qu'intervient l'agence MICE. D'ailleurs, vous entendez ce mot depuis 2 minutes, mais vous savez ce que ça veut dire? Alors, c'est l'acronyme pour Meeting, Incentive, Conferences and Exhibition, MICE, très simple. Une agence dispose d'un solide réseau de fournisseurs, sait négocier les coûts, gérer les imprévus. Elle apporte une expertise et surtout qui permet d'éviter de nombreuses erreurs. Nous combinons déjà bientôt 40 ans d'expérience avec mon associé Gaël, là-bas présente. Le réseau est fondamental. On a eu la chance de nouer des relations avec tellement d'acteurs de l'industrie au cours de ces 20 dernières années, que ce soit en collaborant avec eux ou lors des salons et des événements pour mettre en relation des agences avec des prestataires événementiels, comme ici. À nouveau, une agence a un coût visible, donc beaucoup d'entreprises pensent qu'une agence est un coût supplémentaire. En réalité, grâce à son réseau, son expertise, elle permet souvent d'optimiser les budgets et d'éviter les dépenses inutiles. Normalement, une bonne agence. Que vous fassiez une demande précise à l'agence ou que cette dernière soit forte de propositions, vous serez toujours accompagné par du consulting professionnel. Une agence est également là pour vous éviter de faire fausse route, du moins en théorie, car le dernier mot revient toujours au client. Il y a des clients qui sont têtus quand même. Aujourd'hui, un événement ne doit pas seulement être bien organisé, il doit surtout marquer les esprits. Les agences apportent donc créativité, scénographie et innovation pour transformer un simple événement en une véritable expérience. D'ailleurs, à propos de l'expérience, les participants n'attendent plus seulement juste une conférence. Ils veulent vivre quelque chose, ressentir quelque chose, partager quelque chose. Et la meilleure caisse de résonance d'un événement réussi reste un public ravi qui en parle autour de lui, et j'espère que ce sera le cas pour ces DevOps. Un événement réussi renforce la motivation des équipes, améliore les relations avec les clients et valorise la marque. Un collaborateur motivé est plus productif, de même qu'un événement peut être l'occasion de renforcer sa relation client pour d'éventuelles futures ventes. Quand quelque chose casse, et malheureusement ça arrive parfois, une agence ne panique pas, elle active son plan B.
Perso, ma plus grosse gestion de crise était en 2010. J'étais au Brésil quand un volcan a explosé et a mis un beau bordel dans le ciel, pardon de l'expression. Là, le client était ravi d'avoir une agence pour gérer cette situation inédite. Et parce qu'un événement n'est pas juste un événement, c'est un message, une émotion, une image de marque et parfois une opportunité unique de marquer les esprits. Alors n'hésitez plus à saisir cette opportunité. Un événement d'entreprise est un projet stratégique et comme tout bon projet stratégique, il nécessite méthode, expertise et pilotage professionnel. C'est pourquoi une agence MICE peut devenir un véritable partenaire. Alors n'hésitez plus à faire appel à une agence événementielle pour l'organisation de vos événements et plus précisément, n'hésitez pas à nous interroger, MySpirit, nous serions plus que ravis de vous assister. Wow. Ah, hop. Enfin, last but not least, pas fini encore. Je me dois terminer ce talk par de l'humain. C'est ma dernière slide, alors je vais prendre tout mon temps. Merci aux sponsors, sans lesquels cet événement ne serait possible. Merci aux orateurs donnés de leur temps et de présenter des sujets de qualité. Merci à tous les participants d'être présents chaque année, que ce soit la première ou la septième fois. Merci aux bénévoles pour leur implication. Merci à la HEG pour leur accueil. Merci de soutenir les DevOps depuis 8 ans. Et pour finir, merci à Mathieu et à Mathéo d'avoir rendu tout ça possible et de nous avoir fait confiance dès le début de cette belle aventure. En gros, merci à tous. Donc bonjour, bienvenue et merci de votre attention pour cette présentation qui est un peu différente de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Pour notre part, on va vous présenter ce qu'on sait faire de mieux en informatique de gestion à la HEG, c'est-à-dire répondre à des problématiques concrètes par des solutions numériques. Donc, je vais déjà vous présenter notre équipe composée de Joshua, Ryan, André et moi-même, André aussi. Donc la problématique était la suivante, comment rendre les soins, l'information médicale sur les soins, les remèdes et les problèmes médicaux accessibles à tous. C'est une réalité aujourd'hui que dans les zones peu desservies par l'infrastructure numérique, on pense à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique subsaharienne en général, dispose de peu de moyens pour accéder à des remèdes médicaux et aux médicaments en général. Souvent, la problématique est que ces médicaments sont chers, sont compliqués à obtenir de la part d'hôpitaux locaux et que les acteurs communautaires sur place n'ont pas les moyens logistiques de les distribuer à la population. C'est pour ça que dans le cadre d'un projet sur mandat, c'est-à-dire que l'école, par l'intermédiaire de mandants externes, reçoit des mandats qui sont effectués par des étudiants, donc par nous, tente de répondre à cette problématique via l'association de santé communautaire Genève, qui a pour mission de proposer des solutions justement en Afrique. C'est pour ça qu'on a pu transformer une base de données médicale, de recherche, avec des recherches effectuées sur le terrain, on va vous en parler un peu plus tard, c'est très intéressant, des retours d'utilisateurs également. On a pu créer une application qui sortira sur le store, sur le web, les stores iOS, Android, un site internet, une progressive web app qui tente de répondre avec plusieurs canaux à ces problématiques d'accès aux problèmes de santé. On a utilisé des méthodologies modernes, on a utilisé des toutes dernières technologies afin que tous puissent accéder à notre application et par extension aux soins par les remèdes naturels proposés sur cette application. On va vous expliquer maintenant plus en détail notre démarche avec Ryan. Alors, André, vous avez expliqué pourquoi ce projet. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le mener à bien. Donc d'abord, il faut analyser les besoins. Il faut savoir quel est notre public cible, qu'est-ce que notre mandant a réellement besoin et qu'est-ce que les personnes qui vont utiliser cette application ont besoin. Et suite à des questionnaires et des entretiens qui ont été menés sur le terrain, donc au Cameroun, auprès de plus de 115 personnes, et aussi via tous les associés de notre mandant qui est Bertrand Gras, et de l'association communautaire de Genève. Donc les 4 points principaux qui sont sortis, c'est la fiabilité, donc la fiabilité des sources et des informations qui sont distribuées, la recherche rapide, donc la recherche rapide pour un problème qui est pressant potentiellement, aussi les disponibilités hors ligne, donc, parce que la plupart de notre public cible il est situé en Afrique de l'Ouest, comme on l'a expliqué, c'est des zones où il n'y a pas forcément accès à Internet, où l'accès n'est pas disponible pour tout le monde des mêmes façons, et pour finir, la confidentialité, donc que ce soit sur notre site web, la PWA ou sur l'application mobile, on ne récupère aucune information personnelle. Donc toutes les informations qui sont disponibles en accès libre et on ne récupère pas d'informations mis à part les statistiques de visitation du site. Et ensuite, Joshua va vous expliquer les fonctionnalités clés de l'application. Du coup, à travers notre application, on a pu, comme Ryan l'a dit, d'assurer le contenu à travers un comité qui valide tout ce qui est publié. On a aussi mis un mode hors ligne. Ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de notre projet. Parce que comme Rani a dit, pas tout le monde a accès à des infrastructures, pas tout le monde a accès au Wi-Fi, à la 5G, 4G.
Du coup, ayant la possibilité de télécharger quand on a du Wi-Fi et l'avoir sur le terrain quand il n'y en a pas, c'est vraiment quelque chose d'une valeur ajoutée. C'est aussi, on a aussi mis le point sur le fait que le site ou l'appli est assez facile à utiliser, car pas tout le monde sait utiliser un téléphone, pas tout le monde a les connaissances automatiques pour naviguer un site web comme ça. Du coup, on a vraiment mis le point sur la simplicité et l'ergonomie du site. Et après, je laisse André finir. Du coup, les 4 compétences qui ont été donc mobilisées pour ça, qui nous ont été enseignées au cours de notre formation, c'est donc l'analyse métier dans un premier temps. C'est ce qui nous a donc permis d'identifier le public cible et donc de pouvoir identifier quels étaient les besoins principaux pour ce projet. L'exemple principal, c'est donc savoir que donc on vise surtout l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest, et que le réseau mobile n'a pas forcément une couverture étendue. Et il arrive par exemple qu'en ville, le réseau soit accessible, mais pas forcément aux alentours. Donc on s'est assuré que l'architecture entière qu'on a produite soit accessible en mode hors ligne. Il y a également la gestion de projet qui s'est assurée donc qu'on ait eu un suivi régulier avec le mandant au fur et à mesure donc des retours qu'il a pu avoir par ses collaborateurs, par ses partenaires dans diverses universités avec lesquelles il a des partenariats, et s'assurer donc qu'au fur et à mesure du projet, les fonctionnalités implémentées correspondent vraiment aux besoins du terrain. Il y a eu également l'accent mis sur l'UX et l'UI design pour assurer que les différents, que ce soit donc l'appli mobile ou le site web, bénéficient d'une interface qui soit intuitive et facile d'accès. Et finalement, le point principal également, c'était les compétences en base de données, qui ont donc 2 objectifs principaux. Assurer que tout soit fonctionnel en mode hors ligne, pouvoir être stocké et réutilisable, mais également une base de données qui soit centralisée, qui permette donc aux équipes sur le terrain qu'au moment d'ajouter une plante, un remède naturel, soit ajouté dans une seule base de données et tout soit répercuté sur l'ensemble de l'architecture. Pour conclure, on peut donc dire que Natural Self-Care, c'est plus qu'un projet académique, c'est une démonstration de comment l'informatique peut impacter un besoin réel et un vrai problème du terrain, dans ce cas-là qui est l'accès aux médicaments dans des zones où l'accès est difficile, et donc fournir une connaissance à tout moment pour pouvoir se soigner avec des moyens accessibles. Donc le mot de la fin, c'est vraiment que cette application-là, c'est un projet scolaire qui va avoir des résultats concrets, qui va exister dans le monde, et c'est une réponse qui va être implémentée par des associations communautaires, et c'est un exemple de ce qu'on sait faire ici à la HEG en informatique de gestion, des projets concrets, et on espère que ce projet aura vraiment un impact sur les communautés visées, et on est fiers de pouvoir apprendre à faire ça ici en informatique de gestion, et tous les collaborateurs de la HEG sont des parties prenantes dans ce projet, donc on les remercie également. Merci à vous.